Bonjour à vous, Madame Lebedev, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris-Nanterre, spécialiste de l'Ukraine et de la Russie post-soviétique. On lit très attentivement toujours vos analyses et vous avez signé auteur de Jamais frères, point d'interrogation, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique aux éditions du Seuil, qui sort maintenant en poche, c'est l'édition poche de votre livre. 19 mois presque de guerre, oui, dans quelques jours. 19 mois de guerre. Comment pouvait-on imaginer une guerre si longue quand elle a commencé? Surtout Poutine d'ailleurs, qui pensait l'exécuter en quelques jours. Elle va encore durer longtemps et pour tenter de distinguer les deux frères ennemis. Il ne faut pas oublier que pour les Ukrainiens, par exemple, la guerre est bien plus longue que ça. Elle démarre en 2014, ce qui les incite aussi à la placer dans un temps très long où en fait la Russie est agressive à leur égard, étape après étape. Et donc pour eux, je dirais, le devenir de cette guerre dépendra de leur capacité à arrêter définitivement la Russie, à faire en sorte que la Russie ne puisse plus jamais en fait attenter à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Voilà. Et justement, on a l'impression que l'opinion publique, l'aide internationale faiblit un petit peu. Volodymyr Zelensky est aujourd'hui aux États-Unis pour un discours historique. Est-ce qu'il doit remobiliser cette opinion internationale ? Alors, je pense que dans l'opinion internationale, même si je ne suis pas spécialiste du sujet, vous avez des convaincus où effectivement il peut y avoir un petit peu de fatigue, mais le soutien à l'Ukraine est réaffirmé de manière appuyée. Et puis, il y a ceux qui sont sensibles au discours de la Russie. Et je pense qu'une plateforme comme celle des Nations Unies, eh bien, ce que l'on appelle de manière très schématique le Sud global, va être très sensible, je dirais, au discours anti-américain qu'utilise le président russe pour souligner ses objectifs et pour dire qu'en fait, c'est contre cette hégémonie américaine qu'il combat. Et Zelensky, en fait, et de manière générale, les Ukrainiens ont commencé à s'adresser à ces pays du Sud pour leur donner un peu une autre lecture du conflit armé. Justement, si Volodymyr Zelensky rencontrait, comme c'est prévu a priori, Lula, le président brésilien, ce serait une bonne chose, ce serait une avancée ? Si vous voulez, moi je ne suis pas une spécialiste de relations internationales, donc en termes de soutien militaire ou d'impact sur les BRICS, je ne saurais pas vous le dire. L'idée, c'est de renverser la lecture, si vous voulez, de faire comprendre, par exemple, ce dont les Ukrainiens sont convaincus, de le faire partager à un certain nombre de pays l'idée que la Russie conduit une guerre coloniale et que donc eux, anciennes victimes des colonisations, devraient être sensibles à cela. Un message qui passe pas toujours, effectivement. C'est un message qui a des difficultés à passer. Et par exemple, vous avez des initiatives des sociétés civiles également. Vous avez par exemple, on fait venir des journalistes en provenance de pays d'Amérique du Sud ou en provenance d'Afrique pour des séjours en Ukraine, pour leur montrer le front, mais pour leur montrer aussi la vie quotidienne et tisser ces parallèles que l'on ne tisse pas forcément souvent dans ces pays-là entre l'Ukraine et leur propre situation, parce que l'Ukraine paraît bien évidemment loin quand on regarde depuis ces pays-là. Pas laisser le champ libre à la Russie sur ce type de sensibilisation, effectivement, des opinions internationales. Alors, Poutine Oui, Poutine, bien sûr. Alors, près d'un an et demi après l'invasion massive en Ukraine, il y a des sondages qui nous parviennent, notamment celui du Levada Center, qui dit que les 3/4 de la population russe soutiennent les forces armées. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de sondage dont on a du mal à connaître la fiabilité ? De manière générale, un sondage en pays autoritaire, qui plus est un sondage en temps de guerre, avec une répression massive pour toute opinion dissidente, ne nous apprend pas grand-chose de la réaction de la population. Alors, ce que l'on observe de manière massive en Russie aujourd'hui, c'est, je dirais, une volonté d'une part de mettre la guerre le plus à l'écart possible. La guerre est insupportable aux Russes. Et donc, en fait, ils font semblant qu'elle n'existe pas, qu'elle ne les affecte parce pas. Qu'ils n'en voient pas le sens ou culturel. Elle est insupportable à chacun d'une manière différente. Vous avez ceux qui se doutent bien que ce qui se passe en Ukraine n'est pas exactement ce que l'on dit dans les médias, mais voyez, s'ils en prenaient conscience, il faudrait agir. Elle est insupportable aussi parce que la guerre peut affecter chacun et affecte déjà beaucoup de Russes de manière très concrète. Pensons à la mobilisation militaire. Et donc, en fait, la stratégie face à ça, c'est soit se faire tout petit en espérant que ça passe à côté, soit au contraire, monter sur le char et puis clamer le plus haut et fort son patriotisme en préférant être de ceux qui commandent plutôt que de ceux qui sont commandés. Donc vous avez tout un tas de stratégies.
Mais je dirais, lorsque les questions sont posées un petit peu plus intelligemment, on arrive quand même à savoir des choses. Et vous avez des instituts de sondage qui vont demander aux Russes, si le pouvoir politique décidait demain de conduire des négociations pour arrêter la guerre, seriez-vous pour ou seriez-vous contre? Et là, on constate que les chiffres sont plutôt massivement pour. Les Russes n'attendent que ça. C'est-à-dire que le jour où le pouvoir politique décidera qu'il est temps d'arrêter cette guerre, il y aura un énorme ouf de soulagement à l'intérieur du pays. Vous parliez justement de cette population et de ces mouvements de contestation, ces mouvements contestataires. Ça va faire le lien avec votre livre justement sur les différences entre l'Ukraine et la Russie. On voit bien qu'en Russie, ces mouvements, ces oppositions, on n'en veut pas, Poutine n'en veut pas, elles sont muselées, etc. À la différence de l'Ukraine, où quand il y a des opposants ou des oppositions, elles sont plutôt laissées, on les laisse un peu vivre, entre guillemets. C'est ça que vous montrez aussi, cette différence du rapport des mouvements contestataires entre la Russie et l'Ukraine. L'histoire politique de la Russie et de l'Ukraine des 30 dernières années est très différente, notamment de cette manière-là. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont souvent sortis dans la rue ces 30 dernières années et très souvent, ils ont été entendus. Pas toujours, mais en tout cas, ils n'ont pas été réprimés. Il n'est pas condamnant, personne n'est condamné, ou disons, voilà, c'est très très rare que des violences policières aient lieu, que des condamnations aient lieu contre des manifestants ou des opposants. À l'inverse, en Russie, toute l'expérience des années soviétiques, plus les 30 dernières années, est celle que quand vous sortez dans la rue, d'une part, c'est totalement inefficace, et je pense que la totalité des Russes partagent aujourd'hui ces diagnostics, et d'autre part, la seule chose que ça va faire, c'est vous mettre en danger votre famille, et mettre en question tout votre avenir. Mais c'est ça que montre très bien votre livre, c'est-à-dire qu'on aurait tort de penser que le discours de Poutine est vrai et que l'Ukraine est une petite Russie. Au contraire, vous dites que l'Ukraine et la Russie sont très différents, et vous faites référence à une poétesse ukrainienne, Anastasia Dimitruk, qu'on va écouter. Nous ne serons jamais frères, ni de la même patrie, ni de la même mère. Vous n'avez pas l'esprit de liberté. Nous ne pouvons même pas être alliés. Un discours à l'inverse de celui de Vladimir Poutine. Cette vidéo-là est enregistrée en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée et du début de la guerre dans le Donbass. Déjà à ce moment-là, les Ukrainiens comprennent bien l'enjeu derrière, en disant derrière ce discours de fraternité, en fait, il y a une agression. Et effectivement, cette différence, les Ukrainiens en ont de plus en plus conscience. Ça passe par un rejet aujourd'hui de la Russie, de l'État russe, mais aussi de tout ce qui est russe, culture et langue compris, alors que côté russe, en fait, je pense qu'on n'a pas encore, l'essentiel de la population n'a pas encore réfléchi à la question et ne s'est jamais interrogé sur son rapport à l'Ukraine. Mais est-ce qu'ils ont une responsabilité, justement, ces Russes, de ne pas être descendus dans la rue? Parce que l'année dernière, et d'ailleurs c'est un de vos autres sujets d'étude, on avait vu des mères de soldats russes descendre manifester à Saint-Pétersbourg, et depuis un an, on ne les entend plus. Alors, on ne les entend plus, ou est-ce que ce n'est plus relayé? Les Russes choisissent toujours des moyens d'action qui leur paraissent les plus efficaces pour atteindre leur but. Et vous avez en continu, en fait, des proches de soldats, essentiellement des femmes, des mères, des sœurs, qui vont enregistrer des vidéos, essentiellement adressées aux pouvoirs locaux, mais aussi au Vladimir Poutine, en disant « Écoutez, nous, on n'est pas contre le fait de défendre notre pays, mais ça va pas, ça va pas, et ça va pas. » Donc, en fait, si vous voulez, des sortes des actions, il y en a toujours. Ce qui n'existe pas, ce sont des actions qui est un discours politique opposé au pouvoir pour plusieurs raisons. D'une part, beaucoup de ces gens-là sont partis, et d'autre part, la répression est aujourd'hui féroce. Alors, quelle est aujourd'hui votre analyse de la situation de Poutine après les événements Prigojine, après les derniers événements militaires? Est-ce qu'il est plus fort que jamais, ou est-ce qu'il y a une guerre interne au Kremlin qui pourrait le fragiliser? Ni l'un ni l'autre. Je dirais que le régime politique russe s'est énormément transformé depuis le début de la guerre. Et il ne s'est pas transformé dans le sens du renforcement. C'est toutes les logiques du pouvoir qui ont été bouleversées. Tout l'équilibre du rapport entre le Kremlin et ses élites. Les élites centrales, mais aussi les élites locales. Et aujourd'hui, je dirais, la guerre, rend ce tabouret sur lequel le pouvoir est assis de plus en plus branlant. Parce que tout ce qui faisait la solidité du régime est aujourd'hui remis en question. Qu'est-ce qui faisait la solidité du régime? La promesse de stabilité. Où est-elle dans cette guerre? Et la promesse de prospérité? Eh bien, celle-ci aussi, elle est mise à mal. Mais je dirais aujourd'hui, un certain nombre d'élites ne voient pas de solution autre que Poutine. Et puis par ailleurs, le contact est coupé également avec les pays occidentaux. Ils savent qu'ils sont enfermés à l'intérieur et ils n'ont pas d'autre choix que de suivre le mouvement tant qu'il y a un mouvement à suivre. Mais la situation est fragile. Xavier. Ça veut dire qu'une défaite majeure, par exemple la mise en péril de l'occupation russe en Crimée, pourrait faire
vaciller, voire tomber Vladimir Poutine? Je ne saurais pas vous dire. En réalité, vous voyez, parfois c'est un événement majeur qui renverse la logique du pouvoir. Parfois c'est un événement mineur. Et parfois le changement arrive sans même qu'il y ait de changement de régime politique. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'élites qui déclarent leur loyauté au Kremlin, qui ont surtout intérêt au statu quo, que rien ne change pour eux, pour leur propre position, pour qu'ils restent gagnants, pour qu'ils restent en place. Et donc, vous voyez, il peut y avoir aussi des pressions en fait, faites en interne à ce régime politique en disant, bah, écoutez, là, la guerre, ça suffit. On a vu que c'était un régime autoritaire. Par exemple, Vladimir Poutine jette en prison la plupart de ses opposants politiques. Est-ce que là, il n'y a pas un piège dans lequel le Kremlin est en train de tomber? C'est-à-dire qu'il ne voit pas les petites voix de la contestation arriver, donc il s'aveugle complètement. Effectivement, cette fragilité informationnelle, le défaut de remontée du terrain est un des grands pièges du régime autoritaire dans lequel le pouvoir russe tombe petit à petit. Il a réprimé les journalistes indépendants qui lui disaient ce qui n'allait pas dans le pays, les instituts de sondage qui lui donnaient l'état d'esprit de la population. Aujourd'hui, tout mode de protestation, et par exemple la protestation au sein, enfin pas la protestation, mais les critiques au sein de l'armée pour dire ce qui ne va pas dans cette opération militaire spéciale. Donc c'est un pouvoir effectivement qui est de plus en plus aveugle à sa société. Le pouvoir ukrainien, est-ce que Zelensky a intérêt à organiser l'élection présidentielle dans ce contexte de guerre très lente, très difficile pour l'Ukraine? Alors, si vous voulez, la question n'est pas celle de l'intérêt, mais celle de la possibilité pour beaucoup d'Ukrainiens. Aujourd'hui encore, l'essentiel des Ukrainiens sont derrière le pouvoir en place. Les taux de soutien à Zelensky sont très importants. Les taux de soutien, les militaires en place sont également des héros. Mais comment organiser une élection et à quel coût et dans quelles conditions de sécurité lorsque tout le territoire est bombardé, lorsqu'une grande partie de votre population est à l'extérieur des frontières? Donc combien est-ce que ça coûtera d'organiser des élections pour tous ces déplacés? Et puis comment en fait compter les voix, par exemple dans les territoires occupés qui pour l'Ukraine font partie du pays? Tout ça, c'est des questions très complexes et je dirais que c'est une problématique supplémentaire dans une situation qui est déjà une situation extrêmement tendue. Et côté russe, on verra si les Ukrainiens supporteraient qu'on les prive aussi de ce droit de vote. On verra. Ouais. Bien évidemment, c'est une tension. Voilà. Mais vous avez aujourd'hui, un débat à l'intérieur de l'Ukraine avec des voix pour, avec des voix contre, comme d'ailleurs sur chacun des sujets. Et c'est ça qui caractérise ce pays. C'est-à-dire, c'est pas un pays où tout le monde est d'accord, mais c'est un pays où on débat. Alors que côté russe, il y a une opacité totale. D'ailleurs, pour faire votre métier, vous regardez les élections régionales en Russie qui ont eu lieu il y a une dizaine de jours. Vous savez qu'elles sont truquées. Qu'est-ce que vous pouvez lire dans ce genre de résultats? Dans un pays autoritaire, on ne regarde pas les mêmes indicateurs, effectivement. Et regarder comment la machine fonctionne, c'est déjà comprendre un certain nombre de dynamiques qui changent. Vous voyez, dans une élection autoritaire comme ces élections régionales, ce qui compte, ce n'est pas celui qui va sortir gagnant. Ça, on a le résultat à l'avance. C'est à quel point est-ce que le pouvoir va faire des efforts pour dialoguer avec la population et entendre un certain nombre de contestations, à quel point est-ce qu'il va faire pression sur les autorités locales pour avoir un résultat, à quel point est-ce que ces autorités locales seront prêtes en fait à négocier. Et je dirais pour moi aujourd'hui ce qui se passe dans les régions est extrêmement important, notamment parce que les régions sont celles qui sont confrontées le plus directement à la guerre, plus directement que Moscou. L'essentiel des mobilisés viennent des régions pauvres de Sibérie, mais les régions frontalières de l'Ukraine sont celles où il y a des attaques de drones au quotidien. Donc là, on a des choses qui se passent qui ne sont pas exactement celles que l'on observe quand on observe Moscou. Justement, est-ce que la dynamique des régions dans la Fédération de Russie, parce qu'on parle toujours de Russie, mais il ne faut jamais oublier que c'est une fédération, avec d'ailleurs un système assez particulier, parce qu'il y a des régions, il y a des oblasts, il y a des républiques. Est-ce que ça, c'est solide? Et est-ce qu'en cas de défaite en Ukraine, la Fédération de Russie pourrait sortir d'un seul bloc, ou est-ce qu'on peut craindre une dislocation? La Russie est une fausse fédération. Elle est une fédération dans la Constitution, mais tout au long des 20 années de régime poutinien, une des préoccupations centrales du régime était de remplacer, de vider de son sens ce fédéralisme et de créer un système extrêmement centralisé. C'est ça qui est mis à mal aujourd'hui, parce que en apparence, le Kremlin contrôle toujours tout, et le Kremlin contrôle notamment l'attribution des ressources, très important, et la nomination des pouvoirs en place. Mais en revanche, on demande de plus en plus aux pouvoirs en place, et pas forcément avec des contreparties. Donc on peut se poser la question, non pas de la dislocation de la Russie, je pense qu'on verra, il va falloir observer d'autres dynamiques pour parler de ça, mais on peut se poser la question d'émergence d'acteurs politiques au niveau local qui parlent, eux, à leur population, ce que le Kremlin ne fait plus. C'est une fausse fédération. C'est passionnant ce que vous nous dites. Restez avec nous, Anna.